Je vous propose de donner tout de suite la parole à notre rapporteur spécial qui certainement a plusieurs questions à vous poser. Je vous proposerai ensuite d'y répondre et je donnerai la parole à nos autres collègues pour les questions qu'ils souhaitent aborder. Monsieur Loïc Hervé. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Alors, mes questions, mon intervention sera dans la suite du rapport que j'ai présenté hier devant la Commission des lois et qui a été adopté par la Commission. Il s'inscrira sur le fond dans la tradition des questions que j'ai été amené à poser l'année dernière et l'année d'avant, sachant que ce rapport était détenu encore antérieurement par vous, Madame la Ministre, au sein de cette même commission. Donc il touchera des questions. Vous avez repris les questions que Madame Gourault je les ai assez prédécesseurs. Vous savez, Monsieur le Président, intercommunalité, fiscalité, dotation d'investissement collectivité, je crois qu'on est dans les thématiques qui sont tout à fait celles qui étaient dans les rapports de Madame Gourault dans le passé. Elle avait des interrogations et maintenant elle a des réponses. On va voir ça. On va voir ça. On essaie. En tous les cas, Madame la Ministre, sur le premier sujet qui est l'intercommunalité, qui est ce sujet qui vous tient et qui nous tient à cœur, je vais devoir revenir sur une question qui est vraiment une préoccupation de la Commission des lois. Longtemps, lors de la montée en puissance de l'intercommunalité dans notre pays, l'exécutif et le législateur ont souhaité encourager l'intégration communautaire. Cet encouragement s'est traduit financièrement au travers d'un indicateur qui est le coefficient d'intégration fiscale, et de lui dépendait le niveau de l'encouragement financier de l'État. Pour nous, ici à la Commission des lois, le paradigme a profondément changé. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que la carte des intercommunalités est aujourd'hui parachevée, parce que les fusions d'intercommunalités, la création de communes nouvelles, donnent de nouvelles perspectives au territoire, et parce que la discussion parlementaire du texte engagement et proximité actuellement devant le Sénat, puis devant l'Assemblée nationale, donne de nouvelles perspectives et promet aux élus locaux d'avoir la faculté, au titre de ce principe auquel nous sommes tous très attachés, qui est celui de la subsidiarité, d'organiser dans les territoires de nouvelles répartitions des compétences entre les intercommunalités et les communes. Or, si nous voulons que cette réorganisation plus subsidiaire s'opère sur les territoires, alors il faut sans nul doute revenir sur la manière dont fonctionne la question du coefficient d'intégration fiscale. J'ai eu l'occasion, de la Commission ou comme sénateur, de défendre le principe de cette évolution, de cette réforme. Alors, Madame la Ministre, ma question, elle est toute simple. Qu'envisagez-vous pour tirer les conséquences du projet de loi engagement et proximité quand ce projet de loi sera devenu la loi, pour que dès le projet de loi de finances pour 2020, qui est aussi un projet de loi qui va devenir une loi de finances, nous puissions tenir compte et avancer de manière cohérente sur les deux tableaux et permettre que sur cette question de l'intégration fiscale et de l'accompagnement de l'État en matière intercommunale, nous puissions avoir une vraie cohérence. Faute de quoi, si nous ne le faisions pas au plan financier, alors ce que nous avons vendu, ce que nous aurions vendu et voté à l'Assemblée nationale et au Sénat sur la question de l'intégration fiscale serait un miroir aux alouettes, car on ne permettrait pas aux collectivités locales de mettre en œuvre un nouveau droit qu'elles auraient acquis au moment de cette loi engagement et proximité, et donc les élus se rendraient compte immédiatement non pas d'une supercherie, parce que ce serait un terme beaucoup trop dur par rapport à ce que je veux exprimer, mais en tout cas d'une incohérence suffisamment conséquente pour qu'ils nous en fassent le reproche. Donc ça, c'est le premier thème, c'est le thème de l'intercommunalité. Le deuxième thème, c'est le thème de la fiscalité locale. Alors, je vais modifier les termes de ma question, parce que vous avez largement répondu à la préoccupation qui est celle des risques d'effet de bord et des questions des indicateurs financiers des collectivités. On sait que la réforme fiscale aura des impacts significatifs sur les indicateurs financiers des collectivités. Vous nous expliquez que le CFL fera le travail d'étude et les mécanismes de correction après.
nous, on aurait presque aimé le système inverse, puisque je présuppose, si on regarde les risques que cela suppose, je présuppose que ces mécanismes de correction seront lourds et qu'ils auront, dans l'avenir, à modifier des effets de bord que l'on estime aujourd'hui comme des effets de bord importants. Donc, je me dis, est-ce qu'il faut attendre 2020, 2021 pour que le CFL travaille, pour qu'on ait une évaluation de ces impacts sur les collectivités. Donc c'est vraiment un point de préoccupation. Enfin, donc, j'ai parlé de l'intercommunalité, j'ai parlé de la fiscalité. Je voudrais maintenant, dans mon troisième point, parler des questions d'investissement. Bon, je vais évoquer les trois sujets, la DSID, la DETR et la DSIL. Pour ce qui est de la DSID, ma question est de savoir si le gouvernement serait favorable à une proposition que nous avons adoptée hier en commission des lois, d'inscrire dans la loi le fait qu'il est nécessaire que les présidents de conseils départementaux soient consultés en amont à l'attribution des dotations par le préfet de région. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes favorable à ce que nous... La DSID oui, des départements. Et que par ailleurs... oui, et que par ailleurs des mêmes règles de publicité soient rendues. Oui, on est sur l'investissement, oui. Et donc les mêmes règles de publicité qui existent sur la DETR et la DSIL soient aussi appliquées. Je rappelle qu'on est toujours dans les dispositifs qui, pour certains d'entre eux, sont la survivance de la réserve parlementaire, ou la prolongation de la réserve parlementaire, pour laquelle il y avait de très grandes règles de publicité, en tout cas sur la fin du dispositif. Et c'est la raison pour laquelle je pense moi, je suis très favorable à ce que les règles de publicité soient renforcées. J'en viens à la DETR. Le gouvernement a prévu, par un amendement en séance à l'Assemblée nationale, le gel des enveloppes départementales de la DETR pour en réviser les critères de répartition en 2020. Est-ce que vous avez plus de détails sur les contours de cette réforme à venir de la DETR? J'en viens maintenant à la DSIL. Je serai un peu plus long, Monsieur le Président. D'abord, les ministres ont prévu par circulaire que 35% de l'enveloppe de la DSIL doivent financer les projets qui sont labellisés grands plans d'investissement. Comment le gouvernement justifie-t-il ce préfléchage des crédits de la DSIL? Et est-ce que ça ne revient pas à contourner d'une part la volonté du législateur qui n'a prévu aucun critère de ce type, et d'autre part l'intelligence locale permise par la déconcentration des décisions d'attribution? Au titre de l'article 29 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, les préfets peuvent accorder un bonus perceptible sous la forme d'une majoration du taux de la DSIL pour les collectivités qui auraient respecté leur contrat de Cahors. Selon la commission des lois, qui a déjà eu l'occasion de s'opposer à ces contrats léonins, ce bonus revient à organiser à enveloppe fermée un transfert des collectivités n'ayant pas souhaité contractualiser ou pas pu respecter ces contrats dont nous avons discuté de la légitimité vers des collectivités jugées vertueuses. Est-ce que le gouvernement partage notre vision sur ce point? Et enfin, j'attends plutôt une confirmation. Le gouvernement est-il favorable à ce que soit redescendu au niveau des préfets de département l'attribution des enveloppes de la DSIL à hauteur de 80% du montant de l'enveloppe? Et pourquoi ne pas créer auprès du préfet de région une commission d'élus? Ou alors, c'est une alternative, pourquoi ne pas créer auprès du préfet de région une commission d'élus sur le même modèle de la commission DETR chargée d'assister à ce moment-là le préfet de région? Donc deux propositions, l'une qu'on avait déjà faite l'année dernière et l'autre qui est une alternative qui a moins notre préférence, mais qui nous permet de vous interroger sur cette question-là, qui est la question de la DSIL. Voilà, Monsieur le Président, Madame la Ministre, les questions que je souhaitais vous poser. Bien, je crois que Madame la Ministre, vous avez là un nombre important de questions qui touchent plusieurs domaines de votre politique. Je vous donne la parole. Alors, peut-être rappeler d'abord que le CIF a été créé pour traduire la réalité de l'intégration communautaire. C'est tout à fait l'esprit du CIF, comme vous le savez.
Je sais que la commission des lois a proposé un article dans le projet de loi de finances, engagement, visant à neutraliser les conséquences sur la DGF des restitutions de compétences d'un EPCI à ses communes membres. Le manque à gagner serait réservé aux communes membres. Le Sénat a rejeté cet amendement en séance, de même que l'Assemblée. La commission des lois du Sénat a redéposé cet amendement au PLF. Le gouvernement n'est pas favorable à cette évolution pour plusieurs raisons. Elle revient sur la réforme de la dotation d'intercommunalité, votée il y a moins d'un an, comme je l'ai dit tout à l'heure, alors même que les EPCI ont besoin de prévisibilité de leurs recettes. Par ailleurs, elle prive les EPCI, qui en ont le plus besoin, d'un soutien financier. Un EPCI qui prend des compétences assume plus de charges et doit voir sa dotation augmenter. Ce ne serait plus le cas avec le système proposé par la commission des lois. Seuls les territoires restituant des compétences verraient leurs ressources bénéficier d'une garantie de stabilité. Les autres territoires, même ceux qui n'évoluent pas d'une année sur l'autre, verraient à terme leur dotation diminuer. Cette proposition constitue donc quand même un peu... Alors, vous avez tout à fait en introduction rappelé que l'Assemblée nationale a voté, comme le Sénat l'avait souhaité, un assouplissement, notamment pour la capacité de redéléguer certaines compétences, et notamment aussi dans les compétences facultatives, de pouvoir un peu faire ce qu'on appelle à la carte, même si, bon, voilà. Donc tout cela, nous sommes tout à fait d'accord, mais on ne va pas donner une prime à la désagrégation des EPCI. Ça n'est pas... c'est contraire à la volonté du gouvernement. S'il existe davantage de souplesse dans l'organisation des compétences, celles-ci doivent s'exercer dans une logique de responsabilité financière. Pour autant, quand une compétence est rendue, les attributions de compensation, les AC, seront revues, permettant une redescente des finances sur la commune pour financer la compétence restituée. Ça, c'est normal. Hein ? Et donc, les restitutions de compétences sont possibles, mais elles ne doivent pas se traduire par une bonification de recettes pour les communes bénéficiaires. C'est l'AC qui compte. Ce n'est pas le coefficient d'intégration fiscale. Alors ensuite, deuxième question que vous m'avez posée. Madame la ministre, si vous en êtes d'accord, oui. Moi j'aimerais revenir sur cette question et sur votre réponse. Il y a d'une certaine façon une incompréhension entre nous. Parce que je ne crois pas que notre rapporteur spécial, pas plus que la commission des lois qui avait adopté ces dispositions et qui réitère l'expression de sa conviction, ait jamais voulu donner une prime à la désagrégation des EPCI. Ce n'est vraiment pas l'objet de cet amendement. Nous avons un désaccord politique, certainement, et c'est tout à fait estimable d'en discuter, mais nous avons aussi un désaccord technique. Le désaccord technique, il est très simple. Nous disons que nous souhaitons adopter un système dans lequel, comme il y a eu des excès d'intégration, parce que la loi que vous souhaitez vous-même modifier, comme nous le souhaitons, a chargé un peu la barque, et que plus les intercommunalités ont été grandes, plus elles ont eu à s'intégrer, parce qu'elles étaient composées d'une diversité de communautés de communes, et il a fallu s'aligner en général sur la communauté de communes la plus intégrée pour constituer la grande communauté de communes, et le système fiscal encourageait lui aussi à l'intégration. Et on se trouve aujourd'hui, dans certains cas, et pas dans tous, et c'est pour ces cas-là que nous cherchons un peu de souplesse, et ils peuvent d'ailleurs être exceptionnels, avec à la fois des grandes intercommunalités et une très forte intégration, alors que la grande intercommunalité n'est réellement supportable que lorsque l'intégration n'est pas trop forte et respecte au fond
un principe de subsidiarité qui permet démocratiquement d'exercer un certain nombre de compétences au plus près du terrain, là où c'est possible. Et ça n'est pas partout possible, il faut avoir l'esprit de nuance. Et donc, le système que nous voulons mettre en œuvre est un correctif, ce n'est pas une prime à la désagrégation. Et il part du principe qu'on est allé trop loin dans une direction et qu'il faut juste faire quelques pas en arrière, pas des kilomètres en arrière, mais quelques pas en arrière pour trouver un meilleur équilibre. Et on constate bien, et on l'a vu encore au Congrès des maires, que c'est une attente de beaucoup de collectivités. Je crois qu'il faut qu'on trouve le moyen, et moi je souhaiterais qu'on le fasse ensemble, de trouver une solution à ce problème. Pour l'instant, nos positions, évidemment, à vous entendre, sont assez éloignées. Mais je crois que cet objectif politique, nous pourrions au moins le partager. Il ne s'agit pas de monter une usine à gaz. Il s'agit de dire, au fond, eh bien, pour ne pas entraver des restitutions de compétences là où elles seraient possibles et consensuelles, nous voudrions que l'argent de l'État au territoire reste dans le territoire. La belle affaire. Si l'argent du territoire ne reste pas au territoire, alors on distribue, d'ailleurs des sommes dont l'addition fait à peu près epsilon au niveau national, à des communautés de communes qui ont gardé leur niveau d'intégration et qui, en réalité, bénéficieraient d'une sorte d'avantage indu. Pourquoi les récompenser de n'avoir rien fait, ni en s'intégrant davantage, ni en s'intégrant moins? C'est absurde. Ce qui est souhaitable, c'est d'imaginer ensemble un dispositif qui neutralise les effets financiers de restitution exceptionnelle de compétences que le législateur déciderait de permettre, parce que nous sommes tous d'accord sur un minimum de souplesse et de différenciation. Alors maintenant, techniquement, je crois qu'il est inexact de dire que le dispositif que la commission des lois avait adopté pénalise des communautés de communes qui ont besoin de ressources qui proviendraient de la diminution du degré d'intégration d'autres communautés de communes. Pour une raison très simple, c'est que jamais le système n'a été conçu pour permettre de faire progresser les dotations de communautés de communes à partir de l'argent rendu par la baisse d'intégration d'autres communautés de communes. Car le législateur n'avait jamais jusqu'à présent envisagé cette baisse d'intégration. C'est donc un effet non désiré, et d'ailleurs non désirable, que vous souhaitez maintenir en vous opposant au dispositif que nous avons voulu adopter. Et donc je crois vraiment tant politiquement que techniquement que nous devrions réussir à avancer sur ce point. Si cette audition ne permet pas de le faire, nous avons encore devant nous des débats parlementaires, et moi je souhaite vivement que nous y parvenions. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse à votre propre réponse, Madame la Ministre, mais je vous laisse maintenant poursuivre vos explications. Alors, je reviens sur les gels des enveloppes de DTR en 2020. Un travail très poussé sur les variations annuelles des enveloppes départementales de DETR mené conjointement avec les députés a permis de mettre en exergue le fait que les variations s'expliquent aujourd'hui difficilement. L'augmentation de 62% du volume de la dotation depuis 2014 ayant masqué les phénomènes de recomposition intercommunale. Le gouvernement a proposé, d'accord avec les députés, en accord, de geler le montant des enveloppes départementales de DETR en 2020 afin de pouvoir retravailler les critères avant la répartition de 2021. Et ce travail, bien sûr, associera le Sénat. C'est absolument tout à fait légitime. Et donc c'est une pause, si je puis dire, pour pour réfléchir et voir si on peut améliorer le système. Sur la DSID, votre question, j'avoue que je n'ai pas très bien compris, parce qu'on a remplacé des DGE, qui était une enveloppe. Là, c'est en fonction, ce sont des subventions qui sont données en fonction de l'investissement des départements. Bon, donc, aucun problème pour mettre tout cela en publicité, en transparence, mais je n'ai pas bien compris l'autre objet de la question. C'est qu'on s'aperçoit, en discutant avec l'Association des départements de France, que l'Association des présidents de conseils départementaux est
pas tout à fait la même d'un territoire à l'autre. Bah, ça dépend des projets qu'ils font. Ça dépend aussi des relations entre le préfet et préfet de région et les présidents des conseils départementaux. Mais c'est en fonction des projets des départements. Mais c'est bien le préfet de région qui oriente. C'est bien le préfet de région qui décide quels sont les projets qui... Oui, mais avec les préfets de département. Écoutez, je vous ai fait remonter ce que, non, mais on peut ce que les auditions ont démontré. Non, mais on peut regarder si le système est perfectible. Mais comme c'est par rapport à des projets, c'est ça que je... voilà. Et puis, pour la DSIL, bien évidemment, c'est une complémentarité de la DETR, comme que vous le savez. Pour rappeler que la DSIL avait été créée par l'ancien gouvernement pour, au fond, compenser la baisse de la DGF, puisqu'il y avait eu une forte baisse des investissements locaux. Ce gouvernement l'a fait perdurer. Bien sûr, la DETR, comme vous le savez, finance des priorités locales, et vous savez comment ça fonctionne. Et le gouvernement, par la DSIL, se donne aussi la mission de soutenir des grands objectifs qui s'inscrivent dans des priorités de politique gouvernementale. Et bien évidemment, vous savez comment cette DSIL, ça correspond d'ailleurs souvent aux priorités aussi des élus locaux. Et donc, le gouvernement veut effectivement pouvoir continuer à garder, de flécher des politiques, par exemple, sur la transition écologique. Voilà. Et bien sûr, la dotation ne doit pas... comment dire, je vois bien la tentation, je ne vous accuse pas vous, mais la tentation un peu de vouloir faire de la DSIL un complément de la DETR. Il faut voir que ce n'est pas exactement la même nature. Oui. Alors, Madame la Ministre, je peux redonner la parole à notre rapporteur. Bien sûr. Alors, Monsieur Hervé. Monsieur le Président, ce sera très court, c'est pour une précision sur mon état d'esprit sur la DSIL. Il ne s'agit évidemment pas d'en faire un complément de la DETR. Ceci dit, c'est souvent les préfets qui en font eux-mêmes un complément de la DETR, et bon, peu importe. Ce à quoi nous souhaiterions mettre un terme, c'est le système hyper shadokien, qui consiste de la part shadokien, qui pompe dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, ça part du préfet de région, ça descend au préfet de département, ça descend au sous-préfet d'arrondissement, et ça remonte dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est un mécanisme hyper shadokien. C'est ça que je vois. Ça pompe beaucoup. Et à la fin, on a un système qui n'associe en aucune manière les élus locaux. C'est un système donc, qui est de la prérogative complète des représentants de l'État, dans les différents niveaux, région, département, arrondissement, et qui fait qu'on perd un peu de lisibilité. Alors, en termes d'association des élus, il n'y en a pas. Et du coup, ce qui est, pour certains préfets de département, un complément de la DETR, manque un peu de cohérence vis-à-vis, précisément, de ce qu'est la DETR. Donc, l'idée, c'était de redonner un peu de lisibilité, d'association, et puis qu'on ait un système qui soit plus fluide. Oui, pour la lisibilité, mais le gouvernement continuera à avoir des priorités. Par exemple, quand je vous ai parlé des histoires d'écoles, de classe, bon, évidemment, les élus sont parfois très contents qu'on donne une priorité nationale sur les conséquences d'une politique que nous avons prise. Et je crois qu'il faut laisser aussi, ce sont des dotations d'État, au gouvernement d'avoir des priorités sur des politiques publiques. J'entends ce que vous dites, en même temps, je ne peux m'empêcher de penser à ce que je ressens quand je vais dans les territoires. Ce que je note plutôt, c'est une satisfaction des élus sur les dotations d'investissement. DETR ou DSIL. Voilà. Bien, Madame la Ministre, vous avez répondu à l'ensemble des questions de Monsieur Hervé. C'est bien le cas, mon cher collègue. Et merci. Donc, je vais